Me voici donc contraint de parler, puisque des hommes de science ont refusé de suivre des recommandations où je me dispensais du pourquoi. Et c'est aussi contre ma volonté initiale que je reviens ici avec mes raisons pour m'opposer à ce projet d'invasion de l'Antarctique, ces vastes terrains fossiles et la masse morne et ennuyeuse de ces vieux caps de glace. Et je le fais avec d'autant plus de réticence que mes avertissements resteront probablement vains. Le doute concernant les faits réels tels que je dois les révéler est inévitable. Et cependant, si j'en enlevais ce qui semblera extravagant ou incroyable, il n'en resterait plus rien. Les photographies interdites jusqu'ici, qu'elles soient terrestres ou aériennes, conforteront mon point de vue, tant elles sont étonnamment vivantes et parlantes. Et encore, on en doutera à cause de la qualité que peut atteindre un faux bien fait. Nos dessins à l'encre, on les rejettera probablement comme d'évidentes impostures, et cela en dépit de motifs étranges qui ne manqueraient pas d'alerter et d'interloquer tous les experts en art. Au bout du compte, je m'en remets au jugement et à la détermination des quelques principaux scientifiques qui ont, d'un côté, assez d'indépendance de pensée pour bien vouloir considérer les faits que je rapporte à partir de leurs propres hideux et convaincants mérites ou à la lumière de certains cycles mythiques primordiaux hautement déroutants. Et d'un autre côté, assez d'influence pour décourager tout programme trop ambitieux ou imprudent dans le voisinage de ces montagnes de la folie. Il est malheureux que des hommes relativement obscurs comme moi et mes compagnons, se prévalant seulement d'une université mineure, n'aient que peu de chance d'être entendus quand des questions vraiment singulières ou d'une nature hautement controversée sont concernées. Et d'autant plus que nous avons contre nous le fait de ne pas être, au sens strict, des spécialistes dans les champs qui se révèlent principalement en cause. En tant que géologue conduisant l'expédition de l'université miskatonique, mon rôle était d'abord d'extraire et de rapporter des spécimens de roches et de sols des niveaux profonds en différents points du continent antarctique, aidé par la remarquable foreuse mise au point par le professeur Frank H. Pabodie de notre faculté technique. Je n'ai pas la prétention d'être un pionnier en d'autres champs que celui-ci, mais j'espère avec force que l'utilisation de ces nouveaux appareils mécaniques en différents points des zones précédemment explorées ramènera au jour des matériaux d'une sorte jusqu'ici inaccessible aux méthodes ordinaires de collecte. La foreuse originale de Pabodie, comme le public en a déjà eu connaissance d'après nos comptes rendus, était unique dans sa légèreté, sa portabilité et sa capacité à relier le principe des puits artésiens ordinaires avec le principe des étroits forages circulaires, pour nous permettre de traverser avec rapidité des strates de dureté variables. Sa tête d'acier, ses tiges modulables, son moteur à essence, son derrick de bois démontable, notre équipement en dynamite, cordage, les tuyaux de caoutchouc d'évacuation et assez de tuyaux rigides de 12 cm de diamètre pour descendre à plus de 300 mètres, avec tous les accessoires exigés, ne représentaient pas plus que la charge supportable par 3 traîneaux à 7 chiens. Tout cela rendu possible par l'alliage d'aluminium dans lequel tous les éléments de métal avaient intelligemment été conçus. 4 gros avions d'ornier, équipés spécialement pour les hautes altitudes de vol auxquelles contraignait le plateau antarctique, avec des réserves de carburant supplémentaires et des améliorations apportées par Pabodie pour un décollage le plus court possible, pouvaient transporter toute notre expédition depuis la base au bord des grandes barrières de glace jusqu'au point souhaité dans l'intérieur, à partir desquels un nombre suffisant de chiens de traîneau prendrait le relais. Nous avions comme projet de couvrir autant de terrain qu'une saison antarctique, ou plus longuement si absolument nécessaire, nous le permettrait, travaillant plus particulièrement dans les zones montagneuses du versant sud de la mer de Ross, des régions partiellement explorées par Shackleton, Amundsen, Scott et Byrd. En changeant fréquemment l'emplacement de notre camp grâce aux avions et en prévoyant des distances assez grandes pour être géologiquement signifiantes, nous comptions exhumer pour étude une quantité d'échantillons sans précédent, et plus particulièrement dans les strates précambriennes dont on ne disposait jusqu'ici que de si peu de matériel antarctique. Nous espérions aussi rapporter autant que possible des différentes roches fossilifères de surface,
tant l'histoire de la vie primitive de ces monotones royaumes de glace et de mort est de la plus haute importance pour notre connaissance du passé de la Terre. Que le continent antarctique ait été autrefois tempéré et même tropical, avec une végétation profuse et une vie animale dont les lichens, la fosse marine, les arachnides et les manchots de la côte nord sont les seuls survivants, est désormais une idée communément admise. Et nous comptions préciser ces idées dans leur diversité, pertinence et détails. Là où un simple forage avait révélé des signes fossilifères, nous nous devions de pratiquer une véritable excavation pour obtenir des spécimens de toutes les tailles et catégories. Nos forages, à diverses profondeurs selon les promesses du sol ou du roc de surface, seraient nécessairement confinés aux parties émergentes ou semi-émergentes du sol lui-même, donc obligatoirement sur les pentes et les crêtes, à cause des 2000 ou 3000 mètres d'épaisseur de glace recouvrant les niveaux les plus bas. Nous n'étions pas en capacité d'affronter d'énormes profondeurs de forage, encore que Peabody avait mis au point un plan pour immerger des électrodes de cuivre dans les couches profondes des forages et pour fondre des zones précises de glace avec le courant provenant d'une dynamo mue à l'essence. Et c'est ce même plan que nous ne pouvions mettre en œuvre, sauf à titre expérimental, que la prochaine expédition de Starkweather et Moore se propose de suivre, malgré les avertissements que j'ai publiés depuis notre retour de l'Antarctique. Le public a appris ce qu'il en était de l'expédition de la Miskatonic par nos fréquents comptes rendus sur le sans-fil pour l'Arkham Advertiser et Associated Press, et les récents articles publiés par Peabody et moi-même. Nous étions 4 membres de l'université, Peabody, Lake, du département de biologie, Atwood, du département de physique et aussi météorologiste, plus moi-même enfin pour représenter la géologie et assumer le commandement matériel, entouré de 16 assistants, 7 étudiants en thèse à la Miskatonic et 9 mécaniciens accomplis. De ces 16, 12 avaient une qualification de pilote et tous sauf 2 étaient de compétents opérateurs du sans-fil. 8 d'entre eux avaient l'expérience de la navigation au compas et sextant, dont Peabody, Atwood et moi-même. En outre, bien sûr, nos 2 bateaux, d'anciens baleiniers à coque de bois renforcés pour les conditions glaciaires avec une machine à vapeur auxiliaire, étaient parfaitement accastillés. La fondation Nathaniel Derby Pickman, complétée par plusieurs contributions spéciales, finançait l'expédition en dépit de l'absence de vraie publicité. Les chiens, traîneaux, machines, matériel pour le camp et les avions en pièces détachées furent livrés à Boston, et c'est là que nos bateaux furent chargés. Nous étions on ne peut mieux équipés pour les buts spécifiques de notre projet, et pour toutes les questions relatives aux équipements, vivres, transports et campements, nous profitions de l'excellent et exceptionnellement brillant exemple de plusieurs de nos récents prédécesseurs. C'est le nombre inusuel et la réputation de ses prédécesseurs qui ont rendu notre expédition, si massive qu'elle fût, aussi peu remarquée par le monde dans son ensemble. Comme les journaux l'avaient annoncé, nous fîmes voile depuis le port de Boston le 2 septembre 1930. D'abord une navigation de loisirs au long de la côte, puis par le canal de Panama, et des escales à Samoa et Hobart, en Tasmanie, le lieu où nous pûmes effectuer notre dernier ravitaillement. Personne dans notre expédition d'exploration n'était jamais venu auparavant dans les régions polaires, mais nous fondions une confiance totale en nos capitaines, J.B. Douglas, commandant du brick l'Arkham, et commandant en titre de la partie maritime, et Georg Thorfinson, commandant de la goélette Miskatonic, 2 vétérans de la pêche à la baleine dans les eaux antarctiques. Et comme nous laissions derrière nous le monde habité, le soleil plongeait de plus en plus bas tout au nord, restait chaque jour de plus en plus longtemps au-dessus de l'horizon. Par environ 62 degrés de latitude sud, nous aperçûmes nos premiers icebergs, ressemblant à des tables aux parois verticales, et juste avant de passer le cercle polaire antarctique, que nous franchîmes le 20 octobre avec les pittoresques cérémonies appropriées,
nous fûmes considérablement troublés par la banquise. La baisse brutale de température m'affectait durement après notre long voyage par les tropiques, mais j'essayais de la surmonter en vue des rigueurs bien pires à venir. En plusieurs occasions, les curieux phénomènes de l'atmosphère m'enchantèrent grandement, notamment ceux qui comportaient un mirage dont l'illusion était frappante, vivante, le premier que j'avais jamais vu, et lors desquels les icebergs distants devenaient les fortifications d'inimaginables châteaux cosmiques. Nous frayant notre chemin à travers les glaces, qui heureusement n'étaient ni continues ni épaisses, nous rejoignîmes de nouveau les eaux libres par une latitude de 67 degrés sud et longitude 175 degrés est. Le matin du 26 octobre, une forte poussée de terre apparut plein sud, et tous avant midi nous ressentîmes un frisson d'excitation à découvrir une chaîne de montagnes hautes, puissantes, couvertes de neige, qui, en s'élargissant, couvrait tout l'horizon devant nous. Nous venions enfin d'aborder les avant-postes du grand continent inconnu et de son monde cryptique de morts glacées. Ces crêtes étaient sans conteste la barrière de l'Admiralty Range découverte par Ross, et il nous restait à contourner le Cap Adar et descendre en longeant la côte est de la terre de Victoria pour atteindre notre but, la base sur la rive du détroit de McMurdo, au pied du volcan Erebus, à la latitude sud de 77 degrés 9. La dernière étape du voyage fut ahurissante, franchement étonnante. De grands et mystérieux pics stériles surgissant un par un à mesure que nous progressions vers l'ouest, tandis que le soleil de midi, très bas tout au nord, ou l'horizon qui s'abaissait au sud dans le soleil de minuit, versait leurs rayons voilés et rougeâtres sur les neiges blanches, le bleuté des glaces et les éclats noirs des pentes déchirées de granit. Et de ces sommets désolés soufflèrent rageusement les bourrasques intermittentes de ce formidable vent antarctique, dont les cadences m'évoquaient parfois la vague sensation d'un orgue sauvage et presque sensible, dont les notes se seraient étendues sur un nombre incongru de gammes et qui, pour quelque raison venue de la mémoire de mon inconscient, me semblait inquiétante et même presque sinistre. Dans ce décor, quelque chose me faisait irrésistiblement penser aux étranges et perturbantes peintures d'Asie de Nicolas Roerich, et des encore plus étranges et perturbantes descriptions du plateau de Leng et de ces légendes diaboliques qu'évoque le maudit Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred, au point que plus tard je regrettais d'avoir ouvert ce livre monstrueux à la bibliothèque de l'université. Le 7 novembre, nous perdîmes de vue provisoirement les crêtes côté ouest et passâmes l'île Franklin. Le jour suivant révéla devant nous les cônes des monts Erebus et Terror sur l'île de Ross, et au-delà la longue presqu'île du mont Parry. Se détachait maintenant à l'est la ligne blanche et basse de la grande barrière de glace, s'élevant perpendiculairement à une hauteur de 70 mètres, comme les falaises rocheuses de Québec, et marquant la fin de notre navigation vers le sud. L'après-midi, nous entrions dans le détroit de McMurdo et nous nous rapprochions de la côte sous le vent des panaches du mont Erebus. Le cratère culminait à quelques 4000 mètres à l'est, se détachant du ciel comme sur les estampes japonaises du mont Fuji, le mont sacré. Tandis qu'au-delà, les 3000 mètres du mont Terror, volcan éteint, paraissaient un fantôme blanc. Des panaches de fumée s'échappaient par intermittence de l'Erebus, et l'un de nos étudiants, un jeune et brillant doctorant nommé Danforth, nous signala du doigt ce qui nous sembla être une coulée de lave sur la pente de neige, nous rappelant que cette montagne, découverte en 1840, avait sans aucun doute été la source du poème d'Edgar Poe quand il écrit, 7 ans plus tard, « Incessamment roulaient les laves, leurs torrents sulfureux descendant de Yanek, dans les climats extrêmes du pôle. Elles grognent alors qu'elles coulent du mont Yanek au royaume boréal du pôle. » Danforth était un grand lecteur de ces écrits bizarres et vénérait Poe particulièrement.
Je m'y intéressais moi-même à cause du décor antarctique de la seule grande histoire de Poe, l'énigmatique et troublant Arthur Gordon Pym. Sur la rive stérile et sur la hautaine barrière glacée de l'arrière-plan, des myriades de manchots grotesques caquetaient et battaient de leurs moignons d'ailes, tandis qu'on apercevait dans l'eau des troupeaux de phoques gras, nageant ou rampant sur ces gros gâteaux de glace lentement dérivantes. Peu après minuit, le matin du 9, grâce à nos canots, nous réussîmes difficultueusement à prendre terre sur l'île de Ross, emportant de longues élingues depuis chacun des navires et nous préparant à décharger nos fournitures au moyen de palans. Nos sensations à ce premier contact avec le sol antarctique étaient à la fois poignantes et complexes, même si, en ce lieu particulier, les expéditions de Scott et de Shackleton nous avaient précédés. Notre campement sur la côte gelée, au pied des pentes du volcan, ne serait que provisoire. Le commandement resterait assuré depuis l'Arkham. Nous transportâmes à terre tous nos appareils, foreuses, chiens, traîneaux, tentes, provisions, fûts de carburant, plus l'appareil expérimental de fusion de la glace, nos appareils photographiques, y compris ceux réservés à la photographie aérienne, enfin les pièces détachées des avions et les autres accessoires, dont 3 petits émetteurs radio, en plus de ceux embarqués dans les avions, capables d'établir une communication avec l'Arkham depuis n'importe quel point du continent antarctique qu'il nous conviendrait de visiter. Quant à l'équipement du navire, qui communiquait avec le reste du monde, il servirait à transmettre nos messages à la puissante station réceptrice de l'Arkham Advertiser installée à Kingsport Head, Massachusetts. Nous comptions achever nos recherches en un seul été antarctique. Mais si cela s'avérait impossible, nous étions prêts à hiverner sur l'Arkham, tandis que le Miskatonic repartirait avant la prise des glaces pour nous ravitailler l'été suivant. Je ne veux pas redire ce que les journaux ont déjà publié sur le début de notre campagne. Notre ascension du mont Erebus, la réussite de notre collecte de minéraux à différents points de l'île de Ross, et la vitesse singulière avec laquelle l'appareil de Peabody nous permettait de traverser même les couches les plus solides. Nos tests préalables de l'équipement pour fondre la glace, notre périlleuse ascension de la Grande Barrière avec nos traîneaux chargés de matériel, et pour finir, l'assemblage des 5 grands avions sur notre camp en haut sur le plateau. Un remarquable équipage à terre, constitué de 20 hommes et de 55 chiens de traîneaux d'Alaska, même si, bien sûr, nous ne comptions pas rencontrer de températures ou de tempêtes extrêmes. En général, le thermomètre oscillait entre -17 et -4 degrés, et notre expérience des hivers de la Nouvelle-Angleterre nous avait endurcis à des rigueurs de cette sorte. Ce camp sur la banquise serait semi-permanent et servirait de stockage pour notre essence, nos provisions, la dynamite et les autres fournitures. 4 des avions seulement serviraient à emporter le matériel d'exploration requis, et nous laisserions ici à l'entrepôt le 5e, avec un pilote et 2 matelots, pour disposer d'un moyen de nous rejoindre depuis l'Arkham en cas de perte des autres appareils. Plus tard, quand nous n'aurions plus besoin des autres avions pour déplacer nos appareils transportables, nous en consacrerions 1 ou 2 à effectuer une navette entre cet entrepôt et la 2e base permanente que nous comptions établir sur le grand plateau, à 300 ou 400 km au sud du glacier Beardmore. Malgré tous les comptes rendus unanimes sur les vents épouvantables et les tempêtes qui sévissaient sur le plateau, nous comptions, aussi bien pour l'intérêt économique que pour faire au plus vite, prendre le risque de nous dispenser de bases intermédiaires. Nos transmissions sans fil ont rendu compte du vol à couper le souffle de notre escadron, 4 heures sans escale, le 21 novembre, au-dessus de la hautaine carapace de glace, au long des hauts pics s'élevant à l'ouest, et de l'insondable silence répondant au son de nos moteurs. Le vent ne nous perturba que modérément, et nos compas radio nous aidèrent à traverser l'opaque brouillard que nous rencontrâmes. Lorsque l'horizon infini se dévoila de nouveau, entre 83 degrés et 84 degrés de latitude, nous sûmes que nous avions atteint le glacier Beardmore, la plus vaste vallée glaciaire en ce monde, où la mer gelée venait battre sur une côte sombre et montagneuse.
Nous abordions enfin le monde blanc et mort depuis des éternités du sud ultime, et c'est en apercevant, loin à l'est, nous surplombant de toute sa hauteur à plus de 5000 mètres, le pic du mont Nansen que nous nous en rendîmes compte. La réussite dans le montage de notre base sud, sur le glacier, par 86,7 de latitude et 174,23 de longitude est, et les sondages et collectes exceptionnellement rapides et efficaces réalisés en différents points lors de nos voyages en traîneau et courts vols aériens sont des faits avérés, comme la triomphante et impétueuse ascension du mont Nansen par Peabody et 2 de nos doctorants, Gedney et Carroll, entre le 13 et le 15 décembre. Nous étions à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et quand des forages préliminaires nous eurent révélé la présence du sol rocheux à seulement 1 mètre sous la neige et la glace à certains points, nous fîmes un usage considérable de notre équipement léger pour fondre la glace, et forâmes et usâmes de la dynamite en de nombreux lieux où aucun explorateur avant nous n'avait pu même imaginer collecter des spécimens minéraux. Les granites précambriens et le grès de surface ainsi obtenus nous confirmèrent dans l'hypothèse que ce plateau était le prolongement homogène du socle continental de l'Ouest, mais restait différent des parties plus à l'Est, sous l'Amérique du Sud, que nous pensions former un continent séparé et plus petit, isolé de la masse principale par une jonction gelée des mers de Ross et de Weddell, même si Byrd a depuis démenti cette hypothèse. Dans certains des débris de grès obtenus par dynamitage et dégagés au burin, nous trouvâmes d'intéressantes empreintes et fragments fossiles, notamment des fougères, des algues, des trilobites, crinoïdes et autres mollusques, soit linguatules, soit gastéropodes, tout cela nous semblant de précieux indicateurs en relation avec l'histoire primordiale de cette région. Et puis aussi un étrange bloc triangulaire, que Lake put reconstituer à partir de 3 fragments d'ardoise trouvés dans les débris d'une des explosions, marqués de stries sur un diamètre d'environ 30 cm. Ces fragments provenaient d'un forage à l'ouest, vers la chaîne montagneuse de la reine Alexandra. Et Lake, en tant que biologiste, semblait trouver que ces curieuses marques striées constituaient une énigme inhabituelle et provocante, alors que mon œil de géologue n'y voyait rien d'autre que des effets de friction raisonnablement acceptables dans des roches sédimentaires. L'ardoise n'étant rien d'autre qu'une formation métamorphique dans laquelle est comprimée une strate sédimentaire, et puisque le processus lui-même produit de bizarres effets de distorsion sur toute marque qui existe préalablement, je ne voyais pas de raison de les considérer comme une surprenante merveille. Le 6 janvier 1931, Lake, Peabody, Danforth, 6 des étudiants, 4 mécaniciens et moi-même nous envolâmes dans les 2 plus gros avions pour voler droit sur le pôle, avec atterrissage forcé une fois à cause d'un vent violent et soudain qui, par chance, ne dégénéra pas en tempête. Ce fut, comme les journaux en ont témoigné, un parmi plusieurs de nos vols d'observation. Lors des suivants, nous nous efforçâmes de discerner les grandes lignes topographiques des zones non atteintes par les précédents explorateurs. Nos premiers vols avaient été décevants de ce point de vue, même s'ils nous fournirent de magnifiques exemples de ces fantastiques, riches et illusoires mirages des régions polaires, desquels notre voyage maritime nous avait donné un avant-goût. Les montagnes lointaines flottaient dans le ciel comme des villes enchantées, et souvent ce monde blanc se dissolvait tout entier dans un rêve d'or, d'argent et d'écarlate à la Dunsany, nous noyant dans les miracles de l'aventure sous le bas soleil de minuit. Quand le ciel se couvrait, il nous devenait considérablement difficile de voler, tant la terre enneigée et le ciel avaient tendance à se fondre dans un même vide opalescent et mystique, sans que rien à l'horizon ne distingue plus leur jonction. Et c'est ce qui nous décida à réviser notre plan initial de voler à 800 km plus à l'est avec nos 4 avions, et d'établir une nouvelle base d'appui en un point que nous pensions être probablement sur la plus petite des divisions continentales, comme nous en jugions faussement. Les échantillons géologiques que nous pourrions y obtenir seraient précieux pour nos projets de comparaison. Notre santé jusqu'ici restait au mieux. Le jus de citron compensait parfaitement le régime permanent de conserves et salaisons,
et la température généralement supérieure à moins 15 degrés nous permettait de travailler sans nous revêtir de nos plus épaisses fourrures. On arrivait au milieu de l'été polaire, et en se hâtant, mais avec soin, peut-être pourrions-nous terminer notre expédition en mars et éviter le fastidieux hivernage de la longue nuit antarctique. Plusieurs tempêtes déchaînées nous avaient balayés depuis l'ouest, mais nous en avions réchappé sans dommage grâce à l'habileté d'Atwood à bâtir avec de lourds blocs de neige de rudimentaires brise-vents pour abriter les avions et à renforcer le camp principal par des murs de glace. Cette chance et l'abondance de la collecte étaient presque miraculeuses. Le monde extérieur recevait, bien sûr, des nouvelles de notre expédition, et nous avions aussi transmis l'insistance étrange et acharnée de Lake pour partir en prospection encore plus à l'ouest, ou plutôt au nord-ouest, avant notre transfert définitif à la nouvelle base. Il semblait mûrir toute une révélation, avec une hardiesse radicale plutôt alarmante, sur ces stries triangulaires découvertes dans le morceau d'ardoise, y lisant pour le moins une contradiction avec les lois naturelles et la période géologique. Cela aiguisait jusqu'à ses limites sa curiosité et le rendait avide de nouveaux forages, de nouveaux dynamitages, mais plus à l'ouest, dans la formation à laquelle appartenaient les fragments exhumés. Il était étrangement convaincu que les empreintes étaient celles de quelque organisme massif, inconnu, radicalement inclassable et d'évolution considérablement avancée, malgré le fait que la roche dont nous les avions extraits était d'un âge considérable, cambrien, sinon précambrien, dissipant toute existence probable non seulement de vie hautement évoluée, mais de toute vie hors les unicellulaires, ou au moins les trilobites. Ces fragments, qui portaient cette étrange marque, pouvaient dater de 500 millions à 1000 millions d'années. Et l'imagination populaire, je crois, a réagi activement à nos câbles sans fil concernant l'équipée de Lake vers le nord-ouest, dans des régions jusqu'ici jamais troublées par le pied humain, ni même pénétrées par l'imagination humaine, même si nous nous étions tus sur son espoir insensé de révolutionner l'ensemble des connaissances de la biologie et de la géologie. Ces repérages en traîneau et premiers forages, du 11 au 18 janvier, avec Pabodie et 5 autres, assombris par la perte de 2 chiens lorsqu'un de ces traîneaux se renversa en traversant une grande crevasse, due à la compression de la glace, avait permis de mettre au jour de plus en plus de fragments de cette ardoise archaïque. Et moi-même j'étais fasciné par la profusion singulière d'évidentes traces de fossiles dans ces strates d'une ancienneté incroyable. Ces marques, cependant, témoignaient de formes de vie très primitives, qui n'impliquaient pas de grands paradoxes, sinon que toute forme de vie pouvait advenir dans la roche, même précambrienne comme celle-ci semblait l'être. À cause de cela, je ne parvenais pas à saisir quel bon sens il y avait pour Lake à demander une pause dans notre course contre le temps, une pause qui exigeait l'usage de chacun de nos 4 avions, beaucoup d'hommes et tous les moyens mécaniques de l'expédition. Je ne pus me résoudre, au bout du compte, à mettre un veto à son projet. Mais je décidai de ne pas me joindre à son équipée vers le nord-ouest, malgré l'insistant plaidoyer de Lake en raison de mes compétences géologiques. En leur absence, je resterais à la base avec Pabodie et 5 hommes pour mettre au point nos derniers forages plus à l'est. En préparation de ce transfert, un des avions avait commencé de transporter une bonne réserve de carburant depuis le détroit de McMurdo, mais cela pouvait temporairement attendre. Je gardais pour moi un traîneau et 9 chiens, ne serait-ce que pour l'imprudence qu'aurait été, à n'importe quel moment, de rester sans aucun moyen de transport dans ce monde absolument désert livré à sa mort éternelle. Cette partie de l'expédition emmenée par Lake vers l'inconnu, tout le monde s'en souviendra, transmit ses propres comptes rendus au moyen des émetteurs à ondes courtes des avions. Ils furent simultanément captés par notre propre appareil à la base supérieure et par l'Arkham à son mouillage de McMurdo, où ils furent relayés vers l'Amérique par grandes ondes, sur des fréquences de 50 mètres. Ils partirent le 22 janvier à 4 heures du matin,
Et nous reçûmes le premier message sans fil à peine 2 heures plus tard, Lake annonçant amorcer sa descente pour commencer un forage à petite échelle avec fusion de la glace, en un point situé à 450 km d'où nous étions. 6 heures plus tard, un deuxième message très excité, quand, après un travail frénétique, un travail de castor, ayant creusé un puits superficiel pour y insérer leur dynamite, celui-ci avait révélé des morceaux d'ardoise avec des empreintes comme celles qui avaient provoqué la première surprise. 3 heures encore et un bref bulletin annonçait la reprise du vol malgré la levée de bourrasques drues et mordantes. À quoi je répondis par un message protestant contre les risques encourus. Lake répondit encore plus brièvement que les spécimens collectés justifiaient tous les risques. Je constatais que l'enthousiasme confinait désormais à la mutinerie et que je ne pouvais rien à l'encontre de ce risque pris tête baissée qui mettait en cause le succès de l'expédition tout entière. Mais cela me terrorisait de penser à ce plongeon de plus en plus profond dans cette traître et sinistre immensité blanche de tempêtes et d'effroyables mystères qui nous emportait à plus de 2500 km des côtes supposées et mal connues des terres australes de Knox et de la reine Mary. Ce fut alors que nous parvint, à peine 1h30 plus tard et depuis l'avion en vol, ce message de Lake encore plus excité, qui me fit presque retourner mon opinion et regretter de ne pas avoir accompagné leur équipée. 22h05, en vol. Après la tempête de neige, découvrons une chaîne de montagnes plus haute que toutes les précédentes aperçues. Probablement aussi haute que l'Himalaya, compte tenu de l'altitude du plateau. Coordonnées probables 76 degrés 15 de latitude et 113 degrés 10 de longitude est. Plus vaste que ce que nous en découvrons à droite comme à gauche. Apparence de 2 volcans en activité. Tous les pics noirs et sans neige. Tempête qui en provient empêche navigation. Ceci reçu, Pabodie, les hommes et moi-même restâmes suspendus au récepteur, retenant notre souffle. La pensée de ce titanesque rempart de montagne, 1200 km plus loin, nous enflammait et réveillait nos plus profonds instincts d'aventure. Et nous nous félicitions que notre expédition, même si ce n'était pas nous en personne, serait à l'origine de cette découverte. Moins d'une demi-heure plus tard, Lake nous appelait de nouveau. L'avion de Moulton forcé à l'atterrissage sur les contreforts du plateau, mais personne de blessé et réparation peut-être envisageable. Nous allons transférer l'essentiel de l'équipement dans les 3 autres pour le retour ou les déplacements à venir si nécessaire, mais plus besoin de vol à charge maximum pour l'instant. Ces montagnes sont en dehors de toute imagination. Nous allons partir en éclaireur dans l'avion de Carroll, mais sans aucune charge. Vous ne pouvez rien imaginer de tel. Les pics les plus hauts doivent passer les 10 000 mètres. L'Everest plus dans la course. Carroll fera un relevé télémétrique au théodolite pour estimer hauteur, pendant que Carroll et moi nous approcherons. Cratère volcanique, fausse impression. Formation semble stratifiée. Possibilité base précambrienne mélangée à autres strates. Bizarres effets de crête. Des sections régulières de cubes escaladant les plus hauts pics. Tout cela magnifique dans lumière rouge dorée du soleil déclinant. Comme un pays mystérieux dans un rêve ou la porte d'un monde interdit de merveilles inconnues. Regret que pas là pour étude. Bien que pratiquement il fût l'heure d'aller dormir, aucun d'entre nous qui écoutions ne songea un instant à se coucher. Et il devait en être pareil pour l'équipe du détroit de McMurdo, où ceux de la base de matériel et ceux de l'Arkham recevaient aussi ces messages. À preuve que le capitaine Douglas émit un appel pour féliciter toute l'équipe de cette découverte importante et que Sherman, le responsable de la base, confirma son propre enthousiasme. Nous déplorions évidemment la perte de l'avion, mais espérions qu'une solution pourrait être trouvée. Enfin, vers 11 heures du soir, nous parvint un autre message de Lake. Grimpez avec Carroll jusqu'au plus haut contrefort.
Pas osé tenter vraiment les grands pics avec météo actuelle, mais on essaiera plus tard. Tâche effrayante grimper, tout difficile à cette altitude, mais vaut le coup. Grande chaîne très resserrée, pas réussi un seul coup d'œil de l'autre côté. Les plus hauts sommets plus hauts que l'Himalaya, et très bizarre. Chaîne semble à base précambrienne, mais avec signes évidents de soulèvement de nombreuses autres strates. On s'est trompé sur le volcanisme. Se prolonge plus loin que ce qu'on peut en voir dans toutes les directions. Émerge hors de la neige à partir de 7000 mètres. Bizarre formation sur les pentes des plus hauts sommets. De larges blocs bas et carrés, aux parois complètement verticales, et des alignements rectangulaires de remparts verticaux plus bas, comme les vieux forts d'Asie plantés sur les pentes montagneuses dans les peintures de Röhrisch. Impressionnant à distance. On s'est approché de quelques-unes, et Cowell pense qu'ils sont formés de plus petits éléments séparés, mais c'est probablement juste une supposition. La plupart des crêtes écroulées et usées comme exposées aux tempêtes et à l'érosion depuis des millions d'années. Certains endroits, en particulier vers le haut, semblent d'une roche plus légèrement colorée que toutes les autres strates visibles des pentes elles-mêmes, démontrant une indiscutable formation cristalline. En nous rapprochant, le vol nous a révélé les ouvertures de grottes, dont certaines d'un dessin singulier, carré ou semi-circulaire. Il faut que vous veniez enquêter. Il me semble avoir vu un rempart s'élevant sur la crête d'un des pics. Hauteur semble entre 10 000 et 12 000 mètres. Je suis moi-même à 7 000 mètres, dans un froid tenaillant diabolique. Le vent siffle et résonne en traversant les grottes, mais pas plus de danger à voler pour l'instant. Depuis ce moment, et pendant encore une demi-heure, Lake nous délivra un feu roulant de commentaires et exprima son intention de grimper à pied un des sommets. Je répondis que je le rejoindrais aussitôt qu'il pourrait nous envoyer un avion, et que Pabodie et moi-même allions réorganiser la disponibilité du carburant, et savoir où et comment rassembler nos réserves en fonction de la modification du projet de l'expédition. D'évidence, les forages que devrait entreprendre Lake, ainsi que tous ses vols de reconnaissance, demanderaient qu'une quantité appréciable de carburant soit transférée vers la nouvelle base qu'il se préparait à établir au pied des montagnes, et il était possible que nous ne puissions entreprendre nos vols vers l'est en cette fin de saison. En prévision de ces changements, j'appelai le capitaine Douglas et lui demandai de transférer tout ce qu'il lui serait possible des navires en haut de la Grande Barrière, avec le seul traîneau à chiens que nous avions laissé là-bas. Une route directe entre le détroit de McMurdo et la région inconnue découverte par Lake, c'est ce que nous devions construire. Lake me rappela plus tard pour dire qu'il avait décidé d'installer son camp là où l'avion de Moulton avait été forcé d'atterrir et où les réparations avaient déjà commencé. La couche de glace y était très mince, avec un sol sombre visible çà et là, et il voulait mener à bien de premiers forages ici même avant d'envisager des raids en traîneau ou des expéditions d'alpinisme. Il évoqua la majesté ineffable du paysage et l'étrange état de ses sensations, une fois immergé dans l'infini silence de ces sommets dont les crêtes l'entouraient comme un mur qui atteindrait le ciel tout au bout du monde. Les estimations du théodolite d'Atwood établissaient que les 5 principaux sommets allaient de 10 000 à 11 000 mètres. La nature venteuse du terrain perturbait clairement Lake, qui évoquait le surgissement occasionnel de bourrasques prodigieusement violentes, au-delà de tout ce qu'il avait rencontré jusqu'ici. Son camp était à moins de 8 kilomètres d'où s'élevait le plus haut sommet. Je ne pus m'empêcher de remarquer une note d'alerte inconsciente dans ses mots, qui me parvenait à travers 1200 kilomètres de vide glacial, tandis qu'il insistait pour que nous nous hâtions de rassembler le matériel et les rejoignions pour explorer sitôt que possible cette étrange nouvelle région. Après un travail de toute la journée à une vitesse et intensité sans pareille et de tels résultats, il devait maintenant prendre du repos. Dès le matin, nous eûmes une conversation radio à 3, Lake, le capitaine Douglas et moi-même, chacun depuis sa base immensément à l'écart.
Nous décidâmes qu'un des avions de Lake viendrait nous chercher, Peabody, les 5 hommes et moi-même, et emporterait autant de carburant qu'il pourrait en prendre. Le reste du carburant pourrait attendre quelques jours en fonction de notre décision concernant le voyage vers l'Est. Lake, pour l'instant, en avait suffisamment pour les besoins en chauffage et forage. Finalement, l'ancienne base au sud serait réapprovisionnée, mais si nous repoussions notre expédition vers l'Est, nous ne nous en servirions pas avant l'été suivant, et pendant ce temps, Lake enverrait un avion repérer une route directe entre les montagnes nouvellement découvertes et McMurdo. Peabody et moi nous préparâmes à fermer notre campement pour un temps plus ou moins court, selon ce qui se produirait. Si nous devions hiverner en Antarctique, le plus probable est que nous reviendrions directement de la base de Lake vers l'Arkham sans repasser par ici. Quelques-unes de nos tentes coniques avaient déjà été renforcées par les blocs de neige gelés, et maintenant nous décidions de pousser cela à bout en les transformant en village esquimau permanent. Ayant emporté une généreuse réserve de tentes, Lake avait de quoi fournir aux besoins même après notre arrivée. Je lui transmis que Peabody et moi-même serions prêts à un départ pour le nord-ouest après une journée de travail et une nuit de repos. Notre travail, cependant, ne put être aussi assidu en fin d'après-midi, parce que Lake, vers 16 heures, nous envoya le message le plus extraordinaire et excité. Sa journée de travail n'avait pas commencé de façon propice. Une reconnaissance aérienne des surfaces rocheuses exposées qui leur étaient les plus proches avait révélé une totale absence de ces strates primordiales et archéennes qu'il recherchait, et qui formaient une si grande part des pics colossaux qui les surplombaient à une distance inatteignable du camp. La plupart des roches aperçues étaient apparemment des grès jurassiques ou comanchiens, des schistes permiens et triasiques, et ici et là un affleurement noir brillant qui suggérait la présence de charbon ou d'ardoise dure. Lake en était découragé, tous ses plans reposant sur l'extraction de spécimens de plus de 500 millions d'années. Il devenait clair pour lui, s'il voulait retrouver la couche archéenne dans laquelle il avait découvert les étranges marques, qu'il aurait affaire à un long raid en traîneau vers les pentes abruptes servant de contrefort à ces montagnes géantes elles-mêmes. Il s'était résolu pourtant à procéder localement à quelques forages dans le cadre du programme initial de l'expédition. Une fois qu'ils eurent installé la foreuse et que 5 hommes se furent mis au travail, le reste de l'équipe se consacra à installer le camp et à commencer de réparer l'avion endommagé. La roche la plus accessible, une émergence de grès à environ 400 mètres du camp, avait été choisie pour le premier échantillonnage, et la foreuse suffisait à de bons résultats, sans avoir recours à beaucoup de dynamitage. Il était environ 15 heures, suivant la première explosion vraiment sérieuse qu'ils avaient entreprise, quand ils entendirent crier les hommes affectés à la foreuse, et que le jeune Gedney, qui conduisait l'opération, se précipita vers le camp avec une nouvelle étonnante. Ils avaient débouché sur une grotte. Au tout début du forage, le grès avait fait place à un calcaire comanchien rempli de minuscules céphalopodes fossiles, de coraux, échinides, fougères et ce qui parfois suggérait la présence d'éponges siliceuses et d'os de vertébrés marins, les derniers probablement de téléostéens, soit requins, soit ganoïdes. Ce qui était important en soi, procurant à l'expédition les premiers fossiles vertébrés qu'elle ait recueillis. Mais quand, juste après, le forêt s'enfonça depuis la roche dans une apparente cavité, une nouvelle vague d'excitation doublement intense se saisit des explorateurs. Une explosion conséquente leur avait ouvert l'accès aux secrets souterrains. Et maintenant, à travers l'opercule déchiré de peut-être 15 cm de long et 10 cm d'épaisseur, s'ouvrait devant les chercheurs impatients une section peu profonde de calcaire creusé il y a plus de 50 millions d'années par le ruissellement des eaux d'un monde tropical disparu. La caverne n'était profonde que de 2 à 3 mètres, mais s'étendait indéfiniment dans toutes les directions, et on percevait une lente et fraîche circulation d'air qui suggérait qu'elle appartenait à un ensemble souterrain plus étendu.
Son plancher et son plafond présentaient de nombreuses et grandes stalactites et stalagmites, dont quelques-unes s'étaient rejointes en colonnes. Mais comptaient par-dessus tous les vastes dépôts d'os et de coquilles qui par endroits bouchaient presque le passage. Emportés par les eaux des jungles inconnues de fougères et de champignons du Mésozoïque, des forêts de cycas, de palmiers et d'angiospermes primitifs du Tertiaire, ces mélanges d'ossements recelaient aussi des échantillons du Crétacé, de l'Éocène et d'autres espèces animales que les meilleurs paléontologistes n'auraient pu classer en un an. Des mollusques, des coques de crustacés, des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux, des mammifères primitifs, grands et petits, connus et inconnus. Rien d'étonnant à ce que Gedney soit revenu vers le camp en courant et criant. Rien d'étonnant à ce que chacun ait dans l'instant laissé ses tâches et se soit précipité dans le froid mordant là où le haut des riques indiquait une toute nouvelle porte vers les secrets du dedans de la terre et les éternités oubliées. Quand Lake eut satisfait sa première pulsion enthousiaste de curiosité, il gribouilla un message dans son carnet et demanda au jeune Moulton de revenir au camp pour le diffuser aussitôt par radio. Ce fut mon premier aperçu de leur découverte, annonçant l'identification des premières coquilles, os de ganoïdes et placodermes, restes de labyrinthodontes et técodontes, fragments crâniens de grands mosasaures, vertèbres et écailles dorsales de dinosaures, dents et squelettes d'ailes de ptérodactyles, débris d'Archéoptérix, dents de requins du Miocène, crânes d'oiseaux primitifs et crânes, vertèbres et autres os de mammifères archaïques, comme les paléoptères, xiphodons, chiroptères, euthériodontes, auréodons et titanotères. Il n'y avait rien de plus récent qui ressemblât à un mastodonte, éléphant, chameau, cerf ou bovin. Lake en concluant donc que les derniers dépôts dataient de l'âge oligocène, et que la cavité découverte était restée préservée au sec, morte et inaccessible, pendant au moins 30 millions d'années. D'un autre côté, la prévalence de formes de vie aussi primitives était singulière au plus haut degré. Même si la formation calcaire était positivement et immanquablement comanchienne, mais pas antérieure, à preuve les fossiles si typiques qu'elle recelait, comme les ventriculites, les débris recueillis dans la cavité présentaient une proportion surprenante d'organismes considérés jusqu'ici comme issus de périodes bien plus éloignées, même des poissons rudimentaires, des mollusques et coraux remontant aux périodes siluriennes ou ordoviciennes. La conclusion inévitable était que cette partie du monde avait offert un degré unique et remarquable de continuité entre les formes de vie d'il y a 300 millions d'années et celles de seulement 30 millions d'années. Et si cette continuité s'était prolongée au-delà de l'Oligocène, quand la caverne avait été obstruée, c'était bien sûr au-delà de toute spéculation. En tout état de cause, le passage à l'effrayante glaciation du Pléistocène, il y a à peu près 500 000 ans, presque hier comparé à l'âge de la grotte, avait dû mettre fin à toutes ces formes primitives qui avaient trouvé en cet endroit un moyen de prolonger le terme habituel de leur existence. Lake ne put se contenter de ce premier message, et nous fit transmettre un nouveau bulletin par-delà les étendues neigeuses avant même que Moulton soit revenu. Aussi, celui-ci resta installé devant l'émetteur d'un des avions, me transmettant, ainsi qu'à l'Arkham qui réémettait vers le monde extérieur, les brefs messages écrits que Lake lui faisait parvenir successivement. Ceux qui ont lu les journaux se souviendront de l'excitation causée alors parmi les hommes de science par les découvertes de cet après-midi-là, communiqués qui ont contribué, après toutes ces années, à la mise sur pied de cette même expédition de Starkweather and Moore, que je souhaite avec tant d'anxiété détourner de son projet. Je ferais mieux de donner les messages aussi littéralement que Lake les avait envoyés, et tels que l'opérateur de la base, McTighe, les avait retranscrits manuellement en sténographie. Fowler a fait une découverte de la plus grande importance dans les fragments de grès et de calcaire du dynamitage. Plusieurs empreintes striées, triangulaires, distinctes comme celles trouvées sur l'ardoise archéenne, prouvant que cette source a survécu depuis il y a 600 millions d'années, jusqu'à l'époque comanchienne,
sans rien d'autre que des changements morphologiques mineurs et une taille légèrement décroissante. Les empreintes comanchiennes semblent apparemment plus primitives ou décadentes, on dirait, que les plus anciennes. Souligner l'importance de la découverte pour la presse. Cela veut dire pour la biologie ce qu'Einstein a signifié pour les mathématiques et la physique. Ce qui confirme mes travaux précédents et en amplifie les conclusions. Cela semble indiquer, comme j'en avais l'intuition, que la Terre a connu tout un cycle, ou plusieurs cycles de vie organique avant celui qui commence par les cellules de l'ère archéozoïque. Une vie évoluée et spécialisée, pas plus tard qu'il y a 1000 millions d'années, quand la planète était jeune et encore inhabitable pour toute forme de vie ou les structures protoplasmiques normales. La question devient alors quand, où et comment l'évolution a commencé. Plus tard, à examiner certains fragments du squelette de grands sauriens terrestres ou marins et de mammifères primitifs, trouver de singulières blessures ou plaies sur les structures osseuses attribuables à aucun prédateur ou animal carnivore connu, quelque période que ce soit. De deux sortes, trous droits et pénétrants, et incisions en forme apparemment d'entaille. Un ou deux cas d'os proprement cassés. Pas beaucoup d'échantillons encore. J'ai envoyé au camp chercher des torches électriques. Allons étendre la zone de recherche en éliminant des stalactites. Encore plus tard, avons trouvé un fragment de stéatite d'environ 15 cm de long et 4 cm d'épaisseur, totalement différent des autres formations visibles. Plutôt vert, mais rien de tangible pour la période. Curieusement lisse et régulier. Forme se rapprocherait d'une étoile à 5 branches aux pointes brisées, et d'autres signes de clivage dans les angles intérieurs et au centre de la surface. Petite dépression lisse au centre de la surface intacte. Éveille beaucoup la curiosité quant à âge et origine. Probablement un caprice du travail des eaux. Carroll, dans son enthousiasme, pense qu'il peut en dégager des étapes géologiques supplémentaires signifiantes. Des groupes de points minuscules en séquence régulière. Les chiens sont troublés quand on travaille et semblent haïr cette stéatite. Il faudra examiner s'il s'en dégage une odeur spécifique. Prochain message quand Mills reviendra avec de la lumière et que nous explorerons la cavité elle-même. 22h15. Importante découverte de Rundorf et Watkins à 21h45, travaillant dans la caverne avec les lampes. Trouver un monstrueux fossile en forme de baril, d'une nature totalement inconnue. Probablement végétal, à moins qu'il s'agisse d'un spécimen géant d'une algue marine inconnue. Tissu d'évidence préservé par sels minéraux, dur comme du cuir, mais flexibilité étonnante préservée par endroits. Marque de parties brisées aux extrémités et autour des côtés. 2 mètres de bout en bout, 1,10 m de diamètre, se réduisant à 30 cm aux extrémités. Comme un tonneau qui aurait 5 bulbes hérissés en guise de douve. Dans les sillons entre ses arêtes, de curieuses grosseurs. Des dents ou des ailes qui s'y attachent et s'étalent en éventail. Toutes très abîmées sauf une, qui semble dessiner une aile de 2 mètres d'envergure environ. Une disposition qui rappelle les monstres de certains mythes primordiaux, en particulier la fable des grands anciens dans le Necronomicon. Ces ailes semblent faites d'une membrane tendue sur l'armature de tubes glandulaires. De minuscules orifices apparents dans la structure tubulaire des ailes. Extrémité du corps racornie ne donne pas de piste pour l'intérieur ou ce qui a été cassé à cet endroit. On procédera à dissection une fois rapporté au camp. Pas possible de savoir si animal ou végétal. À l'évidence, plusieurs de ces constituants incroyablement primitifs. Toute la main-d'œuvre disponible pour dégager les stalactites et obtenir d'autres spécimens. Trouver d'autres os balafrés, mais ils devront attendre. On a du mal avec les chiens,
Ils ne peuvent pas supporter ces nouveaux échantillons et les mettraient en pièces si nous ne les tenions pas à distance. 23h30. À l'attention de Dyer, Peabody, Douglas. Question de la plus haute, je devrais dire transcendante, importance. L'Arkham doit relayer tout cela à l'antenne principale de Kingsport dès maintenant. Cette étrange forme tonnelée est la chose archéenne qui a laissé ses empreintes dans la roche. Mills, Boudreau et Fowler ont découvert des amas de 13 ou plus sous la terre, à 12 mètres de l'ouverture. Mêlés à des fragments de stéatite curieusement arrondis et configurés, plus petits que ceux trouvés auparavant. Forme en étoile mais aucune marque de cassure excepté en quelques points. Parmi les spécimens organiques, 8 en parfait état apparent, avec tous les appendices. Les avons tous remontés à la surface, en tenant les chiens à distance. Ils ne peuvent pas supporter ces choses. Nous tentons de les décrire de plus près et nous vous les transmettons par sécurité. Les journaux doivent être tenus au courant. Ces objets ont un peu plus de 2 mètres de long. Un torse tonnelé avec 5 nervures d'1 mètre de diamètre au centre et 30 cm aux extrémités. Gris sombre, flexible et infiniment coriace. Des ailes membraneuses de même couleur, 2 mètres d'envergure, trouvées repliées, qui s'attachent par des excroissances entre les arêtes. La structure de l'aile tubulaire ou glandulaire, d'un gris plus clair, avec des orifices aux extrémités. Le bord de l'aile en dents de scie. Au plus grand diamètre, au point le plus central de chacune des 5 arêtes verticales à apparence de douve, on trouve 5 systèmes de membres ou tentacules gris clairs flexibles, trouvés resserrés sur le torse, mais qui se déploient sur une longueur maximum d'1 mètre, comme les membres des crinoïdes primitifs. Chaque pédoncule commence par une branche de 10 cm de diamètre, et après 15 cm se divise en 5 sous-pédoncules, dont chaque branche, après 20 cm, se divise en 5 plus petits tentacules, ou vrilles, donnant pour chaque pédoncule un total de 25 tentacules. En haut du torse, un cou approximatif et bulbeux d'un gris plus pâle avec ce qui suggère des sortes de lamelles, soutenant ce qui doit être la tête, en forme d'étoile à 5 branches jaunâtres, recouverte de cils rêches, de diverses couleurs et d'une dizaine de centimètres de long. Une tête épaisse et bouffie, de 60 cm d'une extrémité à l'autre, avec des tubes jaunâtres et flexibles d'1 mètre environ se projetant de chaque extrémité. Positionné au centre exact du sommet, ce qui probablement est l'orifice respiratoire. Au bout de chaque tube, une expansion sphérique où une membrane jaunâtre se replie pour révéler des globes vitreux aux irisations rouges, d'évidence un œil. 5 tubes rougeâtres légèrement plus longs partent des angles intérieurs de la tête étoilée et finissent par des gonflements en forme de sac de la même couleur, lesquels, lorsqu'on y exerce une pression, s'ouvrent sur des orifices en forme de cloche de 5 cm de diamètre au maximum, dévoilant des alignements de dents aiguës et blanches. Probablement des bouches. Tous ces tubes, cils et pointes de la tête étoilée retrouvés étroitement noués et serrés. Les tubes et pointes enroulées, repliés sur le cou bulbeux et le torse. Surprenante flexibilité, malgré la rudesse de l'ensemble. Au bas du torse, en plus grossier et d'un fonctionnement différent, on trouve d'autres organes comme ceux de la tête. Le cou bulbeux d'un gris plus léger, mais sans ce qui évoque les lamelles, retenant l'arrangement à 5 branches verdâtres. D'épais membres musclés d'1 mètre 20 de long et partant d'une quinzaine de centimètres de diamètre à la base pour en faire 8 à l'extrémité. À chacune de ces extrémités sont rattachées des membranes triangulaires verdâtres nervurées, de 20 cm de long et 15 de large à leur pointe. Ce sont ces pales, nageoires ou pseudopieds, qui ont laissé leurs empreintes dans les roches d'il y a 1 milliard d'années,
jusqu'à il y a 50 ou 60 millions d'années. Dans les angles intérieurs de la forme étoilée s'attachent des tubes rougeâtres de 70 cm, s'étrécissant de 8 cm de diamètre à la base à 2 cm à leur pointe. Des orifices tout au bout. Tous ces éléments infiniment durs et d'une résistance de cuir, mais extrêmement flexibles. 4 pieds avec ses pales, sans aucun doute leur autorisant une locomotion d'une façon ou d'une autre, marine ou terrestre. Quand on les remue, on a l'impression d'une musculature gigantesque. Telles que nous les avons trouvées, toutes ces saillies repliées sur le pseudo-cou et la base du torse, de la même façon que les saillies de l'autre extrémité. Pas possible pour l'instant d'en assigner l'espèce à l'ordre végétal ou animal. Elle représente probablement une évolution incroyablement avancée de ces plantes dites radiaires, mais qui n'auraient pas perdu certaines de leurs caractéristiques primitives. Les ressemblances pour l'échinoderme sont frappantes, malgré quelques contradictions locales. L'assemblage des ailes suggère l'adaptation à un probable habitat marin, mais peut avoir seulement servi au déplacement marin. Sa symétrie la rattache curieusement au monde végétal, suggérant d'être essentiellement végétal pour les parties hautes et basses, et plutôt animal pour ses saillies avant et arrière. À une ère fabuleusement précoce de l'évolution, précédant même les plus élémentaires protozoaires dont nous avions jusque-là connaissance, renversant toute conjoncture sur leur origine. Les spécimens complets recueillis ont de telles mystérieuses ressemblances à certaines créatures des mythes originaires que la suggestion d'une existence ancienne en dehors de l'Antarctique devient inévitable. Dyer et Peabody, qui ont lu le Necronomicon et vu les peintures cauchemardesques de Clark Ashton Smith basées sur son texte, me comprendront si je parle des grands anciens supposés avoir créé toute la vie terrestre soit par erreur, soit par inconséquence. L'imagination morbide de nos étudiants n'a pas manqué d'échafauder des hypothèses partant de ces anciens pins radiaires des zones tropicales, ou depuis ces contes folkloriques primordiaux dont Wilmarth nous a parlé, les survivances du culte de Cthulhu, etc. S'ouvre un vaste champ de recherche. Les dépôts sont probablement du Crétacé tardif ou du début de l'Éocène, à en juger par les spécimens prélevés. Stalagmites massives ont poussé sur eux. Tâche difficile de les extraire, mais leur épaisseur a empêché les dégâts. État miraculeux de préservation, d'évidence grâce à l'action du calcaire. Pas d'autres découvertes pour l'instant, mais on reprendra les recherches plus tard. Dans l'immédiat, on doit ramener au camp 14 spécimens géants, sans l'aide des chiens qui aboient furieusement et refusent d'en approcher. Avec 9 des hommes, 3 sont restés garder les chiens. On arrive à tirer les 3 traîneaux plutôt bien, malgré un mauvais vent. Nous devons rétablir la communication par avion avec l'équipe de McMurdo et commencer à convoyer le matériel. Je dois commencer à disséquer une de ces choses avant qu'on s'accorde du repos. J'aimerais tant avoir un vrai laboratoire sur place. D'ailleurs, doit se mordre les doigts d'avoir essayé d'empêcher mon expédition ici à l'ouest. D'abord les plus hautes montagnes du monde, et maintenant ça. Si ces choses ne sont pas le point culminant de l'expédition, je ne sais pas ce que c'est. On a tout fait scientifiquement. Félicitations, Peabody, pour la foreuse qui nous a donné accès à la grotte. Est-ce que l'Arkham peut maintenant nous répéter la description ? Nos sensations, à Peabody et moi-même, à la réception de ce compte-rendu furent au-delà de toute description, et aucun de nos compagnons pourrait être en deçà de cet enthousiasme. McTighe, qui avait hâtivement retranscrit les quelques points principaux tels que nous les recevions de l'appareil, réécrivit le message tout entier depuis ce résumé, dès que l'opérateur de Lake en eut fini. Tous étaient conscients de la signification de la découverte quant aux datations, et j'envoyais mes félicitations à Lake dès que l'opérateur de l'Arkham nous eut renvoyé comme demandé la partie descriptive.
Et Sharman suivit mon exemple depuis le campement avec l'entrepôt de réserve de McMurdo, et de même le capitaine Douglas depuis l'Arkham. Plus tard, en tant que chef de l'expédition, j'ajoutais quelques remarques à ce que l'Arkham devait retransmettre au monde extérieur. Bien sûr, prendre du repos semblait une pensée absurde dans toute cette excitation. Et mon unique souhait était de rejoindre le campement de Lake aussi vite que je le pouvais. Quelle déception, donc, quand il me transmit qu'une nouvelle tempête descendant des montagnes rendait impossible toute tentative aérienne. Mais encore 1h30, et de nouveau la passion surmonta ce désappointement. Lake avait envoyé d'autres messages, nous informant de leur complet succès à transférer jusqu'à leur camp les 14 énormes spécimens. Cela avait été une rude tâche, tant ces choses étaient étonnamment lourdes. Mais les 9 hommes l'avaient accompli sans barguigner. Maintenant, une partie de l'équipe construisait, à quelque distance du camp, un mur de neige pour un enclos qui maintienne les chiens à l'écart, tout en permettant d'aller les nourrir. Les spécimens étaient couchés sur la neige dure près du camp, excepté l'un d'eux, dont Lake avait commencé une dissection rudimentaire. Cette dissection se révéla une tâche plus difficile qu'attendue. Malgré la chaleur du poêle à pétrole dans la tente transformée en laboratoire improvisé, à leur déception, les tissus flexibles du spécimen choisi, un des plus puissants et intacts, se révélaient ne rien perdre d'une dureté bien au-delà de celle du cuir. Lake tâtonnait sur comment pratiquer les incisions nécessaires sans violence qui détruiraient la subtilité des structures qu'il voulait dégager. Il lui restait, c'est vrai, 7 spécimens plus parfaits, mais c'était trop peu pour en user sans précaution, à moins que la grotte n'en révèle une réserve infinie. En conséquence de quoi, il mit de côté ce premier spécimen et le remplaça par un qui était en partie écrasé et partiellement mutilé le long d'une des grandes nervures du torse. Les résultats, immédiatement transmis par radio, furent aussi déroutants que stupéfiants. Rien de délicat ni de précis n'était possible avec des instruments à peine capables d'inciser ces tissus anormaux, mais le peu qui fut entrepris nous laissa tous abasourdis jusqu'à la crainte. Toute la biologie existante avait été révisée de fond en comble, tant cette chose ne semblait issue d'aucune croissance cellulaire dont la science avait pu traiter. À peine s'il y avait eu remplacement minéral, et en dépit de son âge probable d'une 40aine de millions d'années, les organes internes étaient parfaitement intacts. Cette matière indétériorable, un cuir d'une qualité presque indestructible, semblait un attribut inhérent à la forme d'organisation de la chose et se rattachait à quelques cycles paléocènes de l'évolution des invertébrés loin en amont de nos capacités de spéculation. Tout ce que Lake put trouver d'abord était desséché, mais à mesure que la tente chauffée entraînait son dégel, une moisissure organique à l'odeur agressive et mordante se dégagea du côté non abîmé de la chose. Ce n'était pas du sang, mais un épais fluide vert sombre qui en assurait apparemment la même fonction. Quand Lake eut atteint cette étape, tous les 37 chiens avaient été transportés dans le corral provisoire et encore inachevé près du camp, et même à cette distance, tandis que se répandait cette senteur âcre, recommencèrent leurs aboiements sauvages et incessants. Loin d'aider à catégoriser cette étrange entité, cette dissection exploratoire en multiplia le mystère. Tout ce qu'ébauchait à partir de ses membres externes se révélait pertinent, et ils étaient la preuve qu'on pouvait difficilement hésiter à appeler la chose un animal. Mais cet examen interne mettait à jour une telle évidence végétale que Lake fut replongé dans la plus grande incertitude. Il existait une digestion et une circulation, et une capacité importante à éliminer par les tubes rougeâtres de sa base étoilée. Pour le dire vite, on aurait pu inférer que son appareil respiratoire traitait l'oxygène plutôt que le dioxyde de carbone.
mais cela rendait bizarrement apparente l'existence de volumes de stockage d'air et de méthodes alternatives de respiration depuis les orifices externes, et d'au moins 2 autres systèmes de respiration complètement développés, les ouïes et les pores. C'était clairement un amphibien, mais probablement aussi bien adapté à de longues périodes d'hibernation sans air. Des organes vocaux semblaient aussi exister, reliés au système respiratoire principal, mais présentant des anomalies au-delà de la compréhension immédiate. Le discours articulé, au sens de l'énonciation syllabique, semblait difficilement concevable. Mais l'émission de notes musicales couvrant un large spectre semblait hautement probable. Et son système musculaire était développé de façon surnaturelle. Le système nerveux était si hautement développé et si complexe que cela en laissait Lake stupéfié. Même en tenant compte de certains aspects extrêmement primitifs et archaïques, la chose disposait d'un dispositif de centre ganglionnaire qui présentait des connexions entre eux, rivalisant avec des états de développement spécialisés les plus extrêmes. Son cerveau à 5 lobes était étonnamment développé, et on relevait aussi les indices d'un appareil sensoriel, partant des minces cils de la tête et impliquant des facteurs inconnus de toute autre espèce terrestre. Cela imposait probablement de disposer plus que de 5 sens, rendant impossible d'en déduire les potentialités depuis n'importe laquelle de nos analogies existantes. Lake pensait que cela révélait une créature douée de vive sensibilité et de fonctions finement différenciées dans son monde primitif, un peu comme les abeilles et les fourmis aujourd'hui. Que la reproduction était assurée comme celle des cryptogames végétaux, et particulièrement les ptéridophytes, et qu'à cela étaient dédiées les chambres à spores aux extrémités des ailes et se développant à l'évidence depuis un thalre ou protale. Mais leur donner un nom à ce stade était pure folie. Cela s'apparentait à une espèce radiaire, mais était clairement beaucoup plus. C'était en partie végétal, mais disposait des 3/4 de ce qui était essentiel à une structure animale. C'était d'origine marine, son contour symétrique et certains autres attributs en attestaient clairement. Mais on ne pouvait préciser exactement les limites d'une tardive adaptation terrestre. Les ailes, après tout, obligeaient à la suggestion persistante de leur capacité à voler. Comment une évolution aussi incroyablement complexe avait pu s'effectuer sur la Terre juste formée, à temps pour déposer ses empreintes dans les roches archéennes, était tellement au-delà de toute conception que Lake se souvint de façon saugrenue des mythes primordiaux à propos de ces grands anciens qui seraient descendus des étoiles et auraient engendré la vie terrestre par inconséquence ou par erreur, ainsi que d'autres extravagantes légendes à propos de choses cosmiques surgies de l'ailleurs, racontées par un de nos collègues folkloristes du département d'anglais de l'université Miskatonic. Bien sûr, il envisagea l'hypothèse que ces empreintes précambriennes avaient été laissées par un ancêtre moins évolué que les spécimens recueillis. Mais il dut vite repousser cette théorie trop facile, en revenant aux spécifications structurelles avancées des fossiles les plus anciens. À ne retenir qu'une chose, les dernières évolutions montraient plutôt une décadence qu'un progrès dans l'évolution. La taille des pseudopieds avait diminué, et toute leur morphologie semblait épaissie et simplifiée. Mieux encore, les nerfs et les organes qu'ils venaient d'examiner induisaient une idée singulière de régression depuis des formes bien plus complexes. Les vestiges atrophiés étaient étonnamment prédominants. Tout cela mis ensemble, on pouvait en dire bien peu de façon sûre. Et Lake en revient à la mythologie pour leur donner un nom provisoire, baptisant facétieusement sa découverte « les grands anciens ». À 2h30 du matin, ayant décidé de remettre le travail au lendemain et de prendre un peu de repos, il recouvrit l'organisme disséqué d'une toile goudronnée prise à la tente laboratoire et revint au spécimen intact avec un intérêt renouvelé. Le soleil permanent de l'été antarctique avait commencé à assouplir un peu ses tissus, au point qu'à leurs extrémités, les tubes et pointes de 2 ou 3 parmi eux montraient des signes de déplis.
Mais Lake se refusa à croire à un risque de décomposition immédiate dans l'air glacé à près de -20 degrés. Il prit cependant la précaution de rassembler les spécimens non disséqués et de placer sur eux une toile de tente en réserve pour les préserver du rayonnement solaire direct. Cela éviterait aussi une possible agression par les chiens, dont l'hostilité sans repos devenait réellement un problème, même à cette distance de sécurité, et tandis que la plus grande partie de l'équipe dressait en hâte un mur de plus en plus haut autour de leur enclos. Il lesta les 4 coins de la toile de lourds blocs de neige pour la maintenir sur place malgré la tempête grandissante, alors que les titanesques montagnes alentours semblaient prêtes à délivrer des rafales bien plus graves. Nos premières appréhensions sur les tempêtes soudaines de l'Antarctique revenaient, et sous la supervision d'Atwood, des précautions furent prises pour affermir les tentes, le nouvel enclos des chiens et un grossier abri de neige pour les avions du côté de la montagne. Les blocs de neige durcis qu'ils avaient préparés pour cela se révélaient insuffisants, moins hauts qu'ils auraient dû l'être, et Lake se décida à consacrer toutes les mains à cela, en priorité à toute autre tâche. C'est passé 4 heures que Lake se décida enfin à une pause, et nous conseilla de partager ce moment de repos que prendrait son équipe dès que les remblais de protection seraient un peu plus solides. Il plaisanta un moment avec Pabodie à travers les ondes, et lui redit ses louanges pour cette foreuse si miraculeuse qui avait permis leur découverte. Atwood transmit aussi ses félicitations et saluts. J'adressai moi aussi à Lake un mot chaleureux de congratulation, reconnaissant que son intuition d'un voyage à l'ouest était la mieux fondée, et nous convînmes ensemble de reprendre l'échange radio à 10 heures du matin. Si la tempête était finie, Lake enverrait un avion de son équipe jusqu'à mon camp. Avant de me coucher moi-même, j'envoyai un message final à l'Arkham, avec pour instruction de ne pas trop dire des nouvelles du jour au monde extérieur, tant l'ensemble de ces détails était assez radical pour déclencher une vague d'incrédulité, jusqu'à ce qu'on en ait rapporté les éléments matériels.